On a tous connu ça, non? Avoir la tête pleine de règles de grammaire anglaise. Mais au moment de parler, plus rien. Le blanc total. Si ça vous parle, sachez qu'on n'est pas seul. On va justement décortiquer une méthode pour transformer ces connaissances un peu endormies en de vraies conversations. Alors la question c'est, comment on passe enfin de la théorie à la pratique? Tout part d'une expérience, un truc hyper frustrant que beaucoup reconnaîtront, le blocage. L'auteur du guide raconte ce moment précis où, face à des touristes qui lui demandent leur chemin, tous ses cours d'anglais se sont comme évaporés. Impossible de sortir la moindre phrase. C'est cette frustration, ce décalage immense entre ce qu'on sait et ce qu'on arrive à faire, qui est le vrai point de départ de sa méthode. Et ça nous amène pile à la question centrale. Comment on fait pour construire un pont entre cette connaissance passive, toute cette grammaire, tout ce vocabulaire qu'on a en stock, et la conversation active, celle qui est spontanée, vivante? C'est exactement ce défi qu'on va explorer ensemble. Pour s'attaquer à ce problème, il faut d'abord comprendre d'où il vient, ce fameux blocage. Pourquoi est-ce que connaître des centaines de mots ne se transforme pas automatiquement en une capacité à parler? C'est vraiment la première pièce du puzzle à mettre en place. Alors, la solution proposée, elle repose sur 3 piliers. C'est un peu comme un trépied, il faut les 3 pour que ça tienne. D'abord, une grammaire solide pour bien structurer sa pensée. Ensuite, du vocabulaire courant, celui que les gens utilisent vraiment tous les jours. Et enfin, un contact permanent avec la langue. C'est la synergie de ces 3 éléments qui permet en fait de faire sauter le verrou. Allez, on commence par les fondations. Pour beaucoup de gens, la grammaire et la prononciation, c'est l'Everest. L'approche ici, c'est de transformer cette montagne en une colline beaucoup plus facile à gravir. Voyons voir comment. Et là, il y a une idée toute simple, mais qui franchement peut tout changer. On nous propose de voir le verbe non pas comme une règle de grammaire un peu abstraite, mais comme le personnage principal de la phrase. C'est lui le héros, c'est lui qui porte toute l'action. Et si on se concentre sur lui, eh bien tout le reste de la phrase s'organise bien plus naturellement autour. Et ça devient super concret quand on regarde les auxiliaires. En français, on jongle principalement avec être et avoir. En anglais, c'est un peu différent. Il y a 3 verbes acteurs qui sont sur le devant de la scène, be, do et have. Chacun a un rôle bien défini, et comprendre cette logique, c'est une des étapes fondamentales pour commencer à penser en anglais. Et pour la prononciation, on oublie les explications compliquées. Prenons ce fameux son S, le cauchemar de beaucoup d'apprenants. L'astuce est purement physique. Pour le son qu'on entend dans think, c'est simple, on place la langue entre les dents et on essaye de dire la lettre T. Pour celui de this, même position, mais on essaye de dire D. C'est presque mécanique et ça transforme un vrai défi en un simple geste à pratiquer. Ok, les fondations sont en place. Maintenant, on passe à la construction. Comment toutes ces règles et ces astuces prennent vie dans une conversation de tous les jours. C'est le moment où on passe du plan à la réalité. L'application pratique, ça commence avec des choses toutes simples, comme saluer. On voit ici les équivalences, bien sûr. Mais le vrai message, il est ailleurs. Comprendre la différence entre un hi décontracté et un hello plus formel, ce n'est pas juste une question de vocabulaire, c'est une question de contexte social. Et c'est ça, finalement, parler une langue. Et voilà ce que ça donne en situation. Un échange tout bête. Il fait très chaud aujourd'hui, non? Oui, en effet. Heureusement que la bière a été inventée. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier, pas de structure hyper complexe. C'est l'anglais du quotidien, celui qui sert à créer du lien avec les gens, pas juste à passer un examen. Ah, là on met le doigt sur un piège hyper classique pour les francophones, le verbe make. Notre réflexe, c'est de vouloir traduire faire par do. Mais comme on le voit là, l'anglais utilise très souvent make dans des expressions toutes faites. Il ne faut pas chercher à traduire mot à mot, mais plutôt apprendre ces blocs de sens par cœur, comme make a mistake ou make sense. On arrive maintenant à la clé de voûte de toute cette approche. Avoir une bonne méthode, c'est bien. S'immerger dans la langue, c'est essentiel. Mais la vraie magie, elle opère quand on combine les deux. La méthode nous donne les outils pour comprendre ce qu'on entend et l'immersion, eh bien, c'est le terrain de jeu pour les utiliser. On se demande souvent pourquoi un adulte ne peut pas apprendre juste en écoutant, comme un enfant. La réponse tient en un chiffre, 30 000 heures. C'est le temps d'écoute passive qu'un enfant accumule avant l'âge de 10 ans. Un adulte n'a juste pas ce luxe, pas ce temps. Il doit donc compenser par l'efficacité. Et c'est là qu'une méthode bien structurée devient absolument cruciale. Donc, au final, tout se résume à cette équation. D'un côté, la méthode rationnelle, la grammaire, c'est le squelette qui donne la structure à notre connaissance. Et de l'autre, l'immersion maximale, via les films, les livres, la radio, ça c'est la chair et le sang qui rendent la langue vivante. L'un sans l'autre, c'est incomplet.
Et pour finir, une idée un peu surprenante qui résume parfaitement cette philosophie. Et si la prochaine leçon d'anglais se cachait dans le mode d'emploi de la machine à café? En le lisant en anglais, avec la version française à côté pour s'aider, on transforme un objet banal en un outil d'apprentissage. La question finale, c'est donc peut-être la suivante. Et si la clé, ce n'était pas de trouver plus de temps pour étudier, mais de transformer le temps qu'on a déjà?